Nous venons ce matin de déposer au Palais de Justice, au tribunal de grande instance à Nîmes, des plaintes à la suite, vous le savez, de ce blog de M. Saleh, magistrat rapporteur, dont on sait aujourd'hui, au-delà de la diffamation, qu'il y a dans ce blog des révélations explosives. Il y a donc là un certain nombre de plaintes qui ont été déposées, mais surtout, plus que jamais, je rappellerai que depuis 2 ans, on a augmenté de façon inconsciente et sur des faux de M. Saleh, qui ont été suivis toutes par la préfecture, des augmentations excessives d'impôts que nous ne pouvons tolérer. On a pris la population pluripontaine en otage pour régler un compte politique. C'est un scandale national que nous allons amener au terme, à son terme. Je suis un avocat qui a une certaine expérience maintenant, malheureusement, je vais dire, parce que ça fait une longue carrière. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Un magistrat qui a en charge un dossier important, qui est tenu au secret professionnel, qui est assermenté, et qui dans le même temps tient un blog anonyme pour délivrer tous les secrets dont il est dépositaire pendant l'exercice de son mandat de magistrat, c'est absolument stupéfiant. Et les choses continuent comme si rien ne s'était passé. Alors l'année dernière, on avait eu un préfet qui considérait qu'il avait le pouvoir de dissoudre un conseil municipal. Il s'est fait rappeler à l'ordre par le tribunal administratif. Maintenant, on a un magistrat qui considère qu'il peut faire un blog anonyme pour faire état de la procédure qu'il est en train de mener. Aujourd'hui, on comprend mieux un certain nombre de choses. On savait qu'il y avait des violations du secret professionnel, on savait qu'il y avait des obstructions à l'application de la loi, on savait qu'il y avait eu des connivences et des manipulations. Et lorsqu'on apprend cette nouvelle, qu'on regarde un petit peu toutes les pages de ce blog, parce qu'on les a toutes, on a pu les récupérer, hein, bien on constate que ça jette un éclairage très très particulier sur l'ensemble des aspects de cette affaire. Je rappelle quand même que l'exercice d'un mandat électif est une liberté fondamentale. Aujourd'hui, on essaye d'empêcher l'exercice de cette liberté fondamentale, et par des moyens qui sont des moyens occultes et des moyens illégaux. Donc nous allons donner à tout ça, parce que nous allons prendre cette initiative, les suites judiciaires que ça mérite. D'où dépôt de plainte pénale, procédure administrative, parce que nous sommes obligés de le faire. Maintenant qu'on a reconstitué le triangle maudit, c'est-à-dire la préfecture, le magistrat de la Chambre régionale des comptes et l'opposition, enfin l'opposition est excitée, hein, maintenant le triangle est fermé, on l'a compris. Donc la découverte de la défaillance, pour rester poli dans l'expression de M. Saleh, éclaire tout ça d'un jour parfaitement nouveau et très très éclairant. Le blog est une bombe. C'est quoi la liberté fondamentale? La liberté fondamentale, qui est un principe général du droit, c'est le libre exercice d'un mandat électif confié par le suffrage universel. Et tout est fait, c'est ça la clé de cette affaire, pour empêcher l'accomplissement libre, normal, serein de ce mandat. Par des violences, par des manifestations et par des agissements de l'administration, et maintenant on l'apprend, de magistrats, tout à fait anormaux, inhabituels et radicalement illégaux. Ce qui fait l'office du juge, ce qui fait le fondement du juge, qui est un régulateur, c'est son impartialité. Et qu'est-ce qu'on constate? Que celui qui travaille depuis 2 ans sur ce dossier est totalement partial, et il va plus loin, c'est-à-dire qu'il poursuit des objectifs radicalement étrangers, des objectifs politiques, des objectifs marqués par l'intention de nuire, hein, à l'encontre de la mission qui lui est confiée. La mission pour laquelle je rappelle qu'il est assermenté et qu'il est tenu au plus strict secret professionnel. Eh bien, en violation de son serment, en violation de sa mission, en violation de ses obligations, ce personnage se livre à un exercice qui est celui de la publication régulière, constante de ce blog, et il faut une intervention du juge pénal au travers de cette procédure pour qu'il soit enfin démasqué, ce qui est extraordinaire. Que la Chambre régionale des comptes ne se soit pas aperçue, parce que, si vous voulez, ensuite on a regardé les pages du blog, on a regardé les avis, on a regardé ce qui s'est passé, ce que faisait ce magistrat quand il était blogueur, et ce qu'il faisait quand il était magistrat. On a trouvé des correspondances, on a trouvé des éclairages particulièrement intéressants, mais ça n'a pas eu l'air de beaucoup émouvoir la Chambre régionale des comptes à l'époque. J'apprends que le dit magistrat a été promu. Alors on va dire c'était avant qu'on le sache. Peut-être, en tout cas aujourd'hui, il est président d'une section d'une Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées. Je peux vous dire que les collectivités qui vont être contrôlées par cette section se frottent d'avance les mains sur la façon dont ça va se passer. Parce qu'imaginez l'autorité dont va disposer
et la Chambre régionale des comptes Midi-Pyrénées pour faire ses contrôles, hein, dès lors qu'on saura que le président de la section est quelqu'un qui, dès qu'il a des informations, ouvre des blogs. Bon, donc je suis un petit peu surpris, là, je l'avoue, de ce manque de réaction. Il y avait 20 départements français qui étaient en cessation de paiement. Hein. Donc, je veux dire, la situation financière des collectivités locales, hein, il n'y a pas qu'à penser à l'esprit qu'elle est difficile. Il y a probablement des particularités à penser à l'esprit. Mais quand cette situation se produit, il y a des procédures normales qui doivent être mises en œuvre. Ces procédures ont été complètement dévoyées à cette occasion, et on s'aperçoit qu'entre M. Saleil, la préfecture et cette opposition, il y a véritablement une volonté de remettre en cause la décision du suffrage universel qui a été prise en mars 2008. C'est ça qui est très important, et ça, que ce soit pour l'avocat que je suis, qui défend cette collectivité et qui défend les gens qui y travaillent, hein, ou pour le citoyen que je suis, c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable. On va parler du juge pénal, puisque ce matin, c'est entre ses mains que ces plaintes étaient déposées. Il y a une première plainte pour obstruction à l'application de la loi. Qu'est-ce qu'on vise dans cette plainte? Ce dimanche 27 septembre, le dimanche tragique, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des concertations, il y a eu des discussions, il y a, je pense, les connaissances de M. Castillon étant ce qu'elles sont en matière juridique, des gens qui lui ont, probablement de façon assez intéressée, expliqué ces spécificités assez compliquées, hein, du droit des collectivités locales. Hein, et donc, il y a eu la tentative, par cette soi-disant démission collective et cette acceptation de la démission de M. Baumet juste après, de considérer que le conseil municipal était incomplet et par conséquent de retourner devant les électeurs. Le tribunal administratif, confirmé par le Conseil d'État, a dit ce qu'il fallait penser de cette manœuvre. Simplement, aujourd'hui, on se pose de sacrées questions en se disant c'est quand même curieux. C'est quand même curieux tout d'un coup. C'est un surblog le jour même. D'abord, M. Saleil est au courant le jour même de tout ça. L'opposition qui entretient des rapports parfois extrêmement distants avec la régularité juridique, tout d'un coup qui se retrouve spécialiste de droit électoral, un préfet qui a attendu 3 semaines et qui tout d'un coup trouve 2 motards pour venir à toute allure essayer de tuer M. Baumet, c'est un peu curieux. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des connivences? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des informations qui auraient circulé? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des services de la préfecture, je m'en tiens là, des services de la préfecture qui auraient eu des contacts avec, etc. Tout le monde sait très bien que c'est ce qui s'est passé. Certains des protagonistes, en privé, l'ont reconnu. Bien. Eh bien, écoutez, il appartiendra au juge pénal de faire les investigations nécessaires. Hein. Je crois qu'il faut une certaine transparence. J'ai vu que M. Castillon demandait qu'on lui communique l'état de toutes les procédures. Ben, il a raison. On va aller lui communiquer. Hein. Mais on va lui demander en contrepartie, hein, de communiquer, par exemple, son relevé téléphonique du 27 septembre. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Madame Subtil aussi, son relevé téléphonique. Puis il y a M. Saleil, son relevé téléphonique. Et puis un certain nombre d'autres personnes, pour savoir un petit peu à qui ils ont parlé ce jour-là. Hein, ça risque d'être assez intéressant. Donc s'il était démontré qu'il y a eu une connivence, qu'il y a eu une organisation, qu'il y a eu une tentative frauduleuse d'organiser de nouvelles élections, c'est considéré comme une obstruction à l'application de la loi de la part de l'acteur public, il s'entend. Et par conséquent, nous allons poursuivre cette procédure avec constitution de partie civile. Nous allons demander ces actes d'investigation parce que nous souhaitons que toute la lumière soit faite sur cet aspect des choses. Deuxième procédure. Nous, notre journal, et on voit que l'opposition dit oui, il y a eu des transmissions au parquet pour des histoires d'essence. Ah bon? Très bien. Comment le savez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Et mais si, il y aura des dépôts de plaintes sur lesquels je vais revenir bien évidemment. Hein, et donc, on constate que si tant est que cette information soit réelle, elle a été portée à la connaissance d'un certain nombre de personnes en violation du secret professionnel. Par qui? Quand on apprend les défaillances de M. Saleil, on peut peut-être avoir quelques interrogations. Bien. Donc, on dépose une plainte avec constitution de partie civile. C'est d'autant plus intéressant que lorsque ça a été porté à la connaissance de Mme Subtil, opposante emblématique s'il en est, elle a dit « Ah ben attendez, c'est la préfecture qui nous l'a dit. » Oui, c'est en substance, entre les lignes, oui, il y a violation du secret professionnel, peut-être, mais c'est la préfecture qui nous l'a dit. La préfecture s'est fendue d'un communiqué, pas du tout, c'est pas nous, c'est pas moi qui y ai, c'est l'autre. Bon, je veux dire, c'est intéressant de voir que les rapports se dégradent un peu entre les protagonistes. Bon, donc là-dessus aussi, il est extrêmement important de savoir qui a violé le secret professionnel auquel était
tenu la Chambre régionale des comptes, le parquet destinataire, et bien évidemment la préfecture si elle était au courant. Il appartiendra au juge de le faire. Troisième plainte. C'est le début de la série. Troisième plainte. L'association des contribuables de Pont-Saint-Esprit a déposé, soi-disant, une plainte pour détournement de fonds publics à cause de cette histoire d'essence. Conseillé par qui, sur la base de quelles informations, je ne sais pas, sauf que cette plainte est radicalement irrecevable. Cette plainte a été déposée, on y est revenu, conférence de presse, mais si, c'est à l'instruction, on a des informations qui, etc. Ça s'appelle, en droit français, une dénonciation calomnieuse. Le fait de déposer une plainte alors qu'on sait qu'elle est irrecevable, qu'on n'a pas le pouvoir de le faire, eh bien, ça constitue une dénonciation calomnieuse. Donc, troisième plainte, dénonciation calomnieuse. On dépose des plaintes, on les fait mousser au plan médiatique pour essayer de jeter le discrédit, alors qu'on sait très bien que ces plaintes ne sont pas recevables. Voilà les trois premières infractions qui vont faire l'objet de procédures pénales.